Bonjour à tous, merci d'être venus. Nous sommes avec Christian Msi, directeur général de Céliad, ex-Cardio 3 Biosciences. Alors souvent les biotech c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours et pourquoi vous avez fondé cette entreprise, dans quel but et aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans son développement? C'est assez vaste comme question. Donc mon parcours d'abord, donc je suis médecin de formation, j'ai fait mes études en Belgique, aux États-Unis, j'ai ensuite fait un MBA en Suisse avant de travailler dans une entreprise américaine qui s'appelait Guidant pendant une quinzaine d'années. Je dirigeais différentes branches de l'entreprise. Et puis j'ai fondé avec quelques collègues, quelques amis, quelques fous, Cardio 3, à l'époque Cardio 3, en 2004. Puis Cardio 3 s'est transformé en Cardio 3 Biosciences en 2007, suite à l'acquisition d'une technologie qui venait de la Mayo Clinic, qui consistait en reprogrammer des cellules cardiaques, des cellules de la moelle osseuse pour en faire des cellules cardiaques et réparer le cœur. 2010, première étude de phase 2 qui démontre une amélioration extrêmement conséquente et la réparation du tissu cardiaque, donc c'était assez enthousiasmant. Sur base de quoi nous avons, en 2013, fait une introduction en bourse et commencé notre étude de phase 3 dans cette application qui vise les malades souffrant d'insuffisance cardiaque, donc des malades qui ont eu un infarctus et quelques années après, leur cœur ne pompe plus suffisamment de sang dans le corps. Cette étude de phase 3 qui s'appelle Chart 1 s'est terminée. Nous avons traité le dernier patient en juillet et donc le résultat de cette étude sera dévoilé en juin. C'est une étude en double aveugle, donc vous pouvez me torturer autant que vous voulez, je ne pourrai pas vous donner le résultat parce que je ne le connais pas. Donc c'est une étude en double aveugle dont les résultats seront visibles en juin 2016. Nous avons entre-temps acquis une autre technologie en immuno-oncologie en janvier passé, qui a également une opportunité gigantesque par elle-même parce que c'est une technologie dans le domaine des CAR-T, donc des cellules toujours, on est toujours dans la thérapie cellulaire, qui peut s'adresser avec un produit à 80% de tous les cancers. Donc contrairement à d'autres approches CAR-T où c'est un produit et un cancer, les CD19 qui visent les leucémies lymphoblastiques, nous avons un produit CAR-T qui pourrait, théoriquement, si les résultats que nous avons chez l'animal se confirment chez l'homme, traiter 80% de tous les cancers. Et nous avons une approche allogénique et autologue également, donc donneur vers receveur ou patient-patient. Et cette étude est en cours actuellement. Nous avons une étude humaine en cours actuellement aux États-Unis également, à Harvard. Et voilà où nous en sommes. On peut expliquer un petit peu le détail pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, comment fonctionne votre technologie et quels sont les bénéfices précis pour le patient que vous attendez? Alors nous prenons des cellules de la moelle osseuse, du patient lui-même, et le cœur de la propriété intellectuelle, c'est d'arriver à transformer ces cellules en cellules progénitrices cardiaques. Et ça a été une invention, comme je l'ai dit, qui a été faite à la Mayo Clinic, et en fait qui se base sur ce qui se passe dans l'embryon. Dans l'embryon, une cellule devient un cœur, sous l'effet de plusieurs signaux, des cytokines, et c'est le décryptage de ce code, si vous voulez, qui est à la base de cette technologie-là. Nous avons réussi à répliquer ça sur des cellules de moelle osseuse en les transformant en cellules cardiaques. Il ne faut pas oublier que le prix Nobel d'il y a 2 ans de médecine, c'était l'inverse. Donc arriver à dédifférencier une cellule. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous prenons une cellule dédifférenciée et nous la différencions. Donc c'est une technologie assez avancée, assez pointue. Nous avons de très grands espoirs dans les résultats parce que les études de phase 2 ont démontré que nous arrivions à améliorer la capacité de pompage du cœur de l'ordre de 25% en termes relatifs. Ce qui veut dire qu'un patient qui était alité est maintenant capable d'avoir une activité journalière pas normale, restreinte, mais quand même une activité journalière correcte. Donc voilà, ce développement-ci a été complexe parce qu'il a fallu inventer des systèmes de délivrance, donc des cathéters, de la logistique qui va derrière. Tous les gens qui disent que la thérapie cellulaire, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des boîtes aux États-Unis, beaucoup qui sont dans la thérapie cellulaire, qui ont de très beaux résultats, puis qui se disent, voilà, on va aller commercialiser ça comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça.
les gens ne se rendent pas compte de la complexité du business model de la thérapie cellulaire. Et je crois que nous sommes une des seules entreprises aujourd'hui qui a l'expérience d'avoir amené un produit en phase 3. Et c'est au base de cette compétence-ci que nous avons acquis la partie oncologique, où on peut utiliser le levier de ce que nous avons appris jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, est-ce qu'il y a des technologies alternatives aujourd'hui qui apporteraient les mêmes bénéfices que ce que vous êtes en train de mettre au point? Donc notre étude de phase 2 était sur des patients qui recevaient tout ce qui était existant, c'est-à-dire des bêta-bloquants, des inhibiteurs calciques, des appareils de stimulation des deux ventricules en même temps. Et on a comparé les patients qui recevaient tout ça par rapport à patients qui recevaient tout ça plus les cellules. Donc, en gros, le monde n'a pas changé de façon dramatique pour les patients dont on parle, donc des patients qui sont assez sévèrement malades. Pour les patients qui sont moins sévèrement malades, donc qui sont ce qu'on appelle en classe 2, il y a un nouveau médicament qui a été testé avec beaucoup de succès récemment, qui est de Novartis, qui s'appelle le LCZ, qui a montré une amélioration significative. Mais il a fallu tester 8000 patients pour démontrer cette amélioration significative. Nous avons pu, avec une toute petite étude de 45 patients, montrer une amélioration quand même très importante. Et certainement, nous espérons démontrer dans la phase 3 de 250 patients la même chose. Alors, on va faire un peu de pédagogie. Est-ce qu'on peut expliquer les différentes phases de développement des médicaments? Quel est le taux d'échec entre un médicament qui rentre en phase d'étude et par rapport à celui qui va arriver en commercialisation? Quel est le taux d'échec à chaque étape, en phase 1, en phase 2, en phase 3? Alors statistiquement, donc ici je ne parle pas de notre programme ou d'un programme X ou Y, mais statistiquement, quand on regarde l'industrie pharmaceutique en général, un programme qui n'est pas encore entré en phase 1, donc un programme préclinique, c'est 1 pour 1000, le taux de réussite. En phase 1, c'est 10%. En phase 2, c'est de l'ordre de 30%, et en phase 3, c'est de l'ordre de 50%. C'est pour bien mettre en garde les investisseurs sur les biotech. Donc même quand la phase 3 n'est pas encore arrivée à son terme, si la phase 2 a été favorable, on a encore un taux d'échec de 50%. C'est exact. Concernant vos finances, on peut expliquer un petit peu aujourd'hui, vous avez levé de l'argent aux États-Unis. Est-ce que vous avez suffisamment de cash pour poursuivre votre développement et pendant combien de temps? Alors nous avons levé sur 2 tours l'année passée, un privé et un public, auprès d'investisseurs américains, 140 millions de dollars. Assez facilement, c'était à chaque fois sursouscrit de l'ordre de entre 5 et 10 fois, ça dépend du tour. Donc on a levé très facilement l'argent nécessaire et nous avons certainement l'argent nécessaire pour poursuivre les programmes que nous développons aujourd'hui, c'est-à-dire le programme oncologique et le programme cardiologique, jusque bien dans le courant de 2018, et donc bien après les éléments de création de valeur que nous attendons. Maintenant, je ne vous cache pas que si j'avais 5 fois autant d'argent, je pourrais dépenser 5 fois plus d'argent. Alors justement, si tout se déroule convenablement, quand est-ce que vous devriez concrétiser les premiers revenus? Si jamais la phase 3 est favorable, quelle est la suite de l'histoire pour Celyad? Alors, les revenus dans la biotech, c'est la commercialisation, mais les revenus dans la biotech, c'est également les partenariats. Donc, vous pouvez générer beaucoup d'argent par rapport aux partenariats que vous signez. Donc, en gros, qu'une société pharmaceutique s'intéresse à ce que vous faites et vous paye de l'argent pour obtenir les droits sur votre projet. Le problème, c'est que plus vous donnez ça tôt dans le développement de votre produit, moins c'est rémunérateur. Il y a des exemples assez récents qui se sont faits où des sociétés ont dû, le couteau sous la gorge, négocier des licences dans des conditions qui étaient relativement peu favorables, et alors que à peine quelques mois après, ou un an après, ça aurait été des multiples de ceci. Donc nous avons la chance d'avoir la trésorerie pour nous permettre d'atteindre ces éléments-là, de créateurs de valeur, et nous avons choisi, c'est un choix, de ne pas signer de partenariat tôt dans le processus et d'attendre les créations de valeur un peu plus tardives. Ça veut dire que le modèle de Celyad, si la phase 3 se passe bien, pour l'insuffisance cardiaque notamment, ça serait de trouver un partenaire pour vous aider à commercialiser le produit en question. Alors l'insuffisance cardiaque, certainement, parce que c'est un marché qui est gigantesque et nous ne voulons pas nous substituer à des gens qui sont très bien implantés et qui voient les médecins tous les jours. Ça serait idiot. Nous avons beaucoup d'exemples de sociétés qui ont pensé pouvoir faire ce genre de choses et qui se sont cassés les dents. Donc nous pensons que c'est un métier différent, commercialisé que développé. Alors ça peut se faire à petite échelle. Donc quand on développe des choses en maladie orpheline ou en pédiatrie, pourquoi pas. Mais quand on vise des indications telles que l'insuffisance cardiaque ou dans notre autre branche, le cancer du sein, le cancer du poumon, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de créer de la valeur dans une entreprise que de commercialiser soi-même.
va revenir un petit peu sur l'oncologie. Pour expliquer précisément en quoi votre produit est différent des autres technologies qui sont aujourd'hui sur le marché et comment fonctionne un petit peu, en des termes simples, votre développement dans l'oncologie. Alors, l'oncologie, ce que nous avons, de nouveau, c'est une thérapie cellulaire et notre motto de base, c'est de dire on va prendre des cellules du patient pour traiter les maladies du patient. Le principe, c'est que nous avons tous à l'intérieur de nous des cellules immunitaires, qui quelque part des soldats qui sont là pour se battre contre le cancer. Dans le cas précis, ça s'appelle des lymphocytes T. Et ces lymphocytes T sont de très bons soldats, mais ils sont un petit peu myopes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met à ces lymphocytes T des jumelles pour leur permettre d'aller voir des tumeurs, en termes simples. Et donc, soit vous avez des jumelles qui sont monofocales, elles voient un seul type de tumeur, ou vous avez des jumelles qui sont multifocales, qui permettent de voir toute une série de tumeurs. Et ce que nous avons eu la chance d'acquérir, c'est vraiment une chance d'acquérir, c'est une technologie qui est extrêmement multifocale, qui permet de voir 80% de toutes les tumeurs. Donc au lieu d'utiliser un anticorps, un couple anticorps-antigène, ce qui se fait habituellement, nous utilisons un récepteur qui, lui, voit 8 ligands, et ces 8 ligands sont présents sur 80% de tous les cancers. Donc avec un produit, vous pourriez, de nouveau, si les résultats que nous avons chez l'animal se confirment chez l'homme, attaquer 80% de tous les cancers. Comme ces ligands sont des marqueurs de stress cellulaire, ils sont également exprimés dans les cellules qui deviennent infectées de façon chronique. Donc, par exemple, les malades souffrant d'hépatite C, d'HBV ou toutes les maladies chroniques, eh ben, c'est une technologie qui pourrait également s'appliquer dans les infections chroniques. Si vous avez des maladies auto-immunes de type arthrite rhumatoïde ou ce genre de choses, vous avez également un stress cellulaire. Donc, c'est une technologie qui pourrait également s'appliquer dans ce domaine-là. Donc non seulement le champ des possibles est gigantesque, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si j'avais 500 millions, je pourrais dépenser 500 millions, parce qu'il y a tellement de choses à développer, mais nous avons également une position dominante et d'exclusivité dans ce qu'on appelle l'allogénique, c'est-à-dire le traitement d'un donneur vers des patients, ce qui rend le business model beaucoup plus simple. En oncologie, nous avons une position aujourd'hui, un brevet qui nous a été octroyé aux États-Unis qui couvre entièrement la partie allogénique. Et donc, les gens qui se dirigent aujourd'hui en allogénique, je parle bien aux États-Unis, c'est un brevet uniquement aux États-Unis, qui se dirigent vers là, discutent avec nous aujourd'hui pour avoir le droit de fabriquer ça. Alors, on n'est pas des grands méchants loups qui veulent empêcher tout le monde de jouer, mais il est évident que ceux qui ont inventé ces technologies dans un premier temps, ça date de 2009, doivent être rémunérés pour les inventions qu'ils ont faites à l'époque. Alors justement, en oncologie, vous êtes à quelle phase de développement aujourd'hui ? On est en phase 1, 2A, c'est-à-dire que nous ne traitons pas, ce n'est pas des médicaments qui sont injectés sur des volontaires sains, mais sur des malades. Et comme ce n'est pas une étude en double aveugle, au fur et à mesure de l'accumulation de l'information, c'est ce qu'on appelle une étude d'augmentation de dose. Donc on cherche quelque part la dose toxique pour aller juste en dessous et traiter les malades. Et donc on augmente par palier, une dose après l'autre. On a terminé la première dose, on est en train de commencer la deuxième dose maintenant. Et nous espérons terminer cette étude pour présenter les résultats à l'ASCO, donc la Société américaine d'oncologie clinique, en juin de l'année prochaine. Alors j'imagine que vous avez des questions à poser à M. Omsi concernant Céliade. Voilà, c'est à vous. Alors la question, c'est quelle est l'importance pour ceux qui n'ont pas entendu, quelle est l'importance du business model originel, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque par rapport au périmètre de l'entreprise aujourd'hui. Nous avons été créés par des entrepreneurs dont le but principal est de créer une entreprise et pas de faire un retour sur capital, retour sur investissement important à un temps T0. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le risque de développement en pharmacie est important. Si vous voulez créer une entreprise pérenne, vous ne voulez pas jouer à la roulette russe. Donc vous essayez de diversifier vos portefeuilles à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire que l'approche oncologique, on n'y croit pas, l'approche cardiologique, on n'y croit pas? Absolument pas, ça n'a rien à voir. C'est comme vous n'investissez pas en biotech en mettant tous vos œufs dans un panier. C'est la même chose chez nous. On diversifie le risque
parce que nous voulons être là dans le long terme, nous ne voulons pas nous faire racheter. C'est un business model qui est tout à fait valable, se dire je développe une chose, ça marche, je me fais racheter, ça ne marche pas, tant pis. Moi, j'ai perdu 10 ans de ma vie, j'ai perdu mes économies, et vous avez perdu les vôtres également. Ce n'est pas l'approche que nous avons décidée, et ce n'est pas un jugement de valeur. Il y a des approches tout à fait valables dans l'autre modèle. Mais nous, si ce que vous voulez, c'est créer une entreprise, vous ne jouez pas à la roulette russe en général, et nous avons décidé de ne pas faire ça. Merci. Une autre question? Alors j'ai une question, moi on peut rappeler un petit peu justement la structure du tour de table. Ce qui vous différencie des autres biotech, c'est que la présence d'actionnaires individuels assez importants, notamment d'un investisseur assez fortuné. Enfin, ce n'est pas des FCPI, ce n'est pas des fonds d'investissement, ce sont des personnes physiques qui croient au projet. Comme je vous l'ai dit, l'histoire a commencé il y a 11 ans maintenant, en 2004, et nous avons été soutenus par les fameux 3F, Family, Fools and Friends, au départ. Et nous avons eu de la croissance à partir de ce moment-là. Et nous avons la chance d'avoir un investisseur, une ancre, si vous voulez, un investisseur principal, qui a non seulement toujours cru dans le projet, mais qui s'est renforcé au fur et à mesure de l'évolution du projet. Cet investisseur a plus de 15 millions d'euros d'investis dans l'entreprise jusqu'à maintenant. C'est rassurant parce que, bon, ça permet également d'amortir un peu les variations et d'avoir quelqu'un qui est très solide dans l'actionnariat vous permet également de refuser des offres quand vous avez des offres de rachat qui ne sont pas voulues, souhaitées. Donc c'est important, c'est très solide. Ouais. Très bien. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci à vous.